Salut à tous, j'espère que vous allez bien en ce mercredi 7 août. Alors aujourd'hui, il faut qu'on fasse le point sur ce qui s'est passé ces derniers jours pour le Bitcoin et pour en général tout l'écosystème crypto. Parce que oui, le Bitcoin s'est complètement cassé la figure et on a eu beaucoup de peur qui s'est installée sur le marché. Donc Bitcoin a corrigé et a entraîné avec lui la plupart des autres crypto-monnaies. Si on regarde un petit peu sur ces 7 derniers jours les performances de chacune des cryptos, vous voyez qu'on est sur du moins 15%, moins 27% pour Ethereum, moins 18% pour BNB, etc. Moins 17% pour Solana, moins 21% XRP. Pour les cryptos du top 10, on est entre moins 15 et moins 20%. Donc c'est quand même assez impressionnant sur 7 jours. Et vous voyez que la courbe ment pas, hein. En fait, on a eu plusieurs journées dans le rouge et on va essayer d'expliquer tout cela. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de pourquoi on a eu cette crise, parce que vous avez sûrement dû déjà avoir les informations. Mais en gros, principalement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu beaucoup de peur qui s'est installée à la fois sur le marché en général, que ce soit le S&P 500 ou le Nasdaq. Comme vous voyez ici, on a eu une énorme correction. Pareil pour le S&P. Bon, ça, on y reviendra tout à l'heure pour expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Et donc, l'élément déclencheur par rapport à tout ça, c'est le potentiel risque de récession aux États-Unis. Et donc entre ça, puis entre le fait que le Japon augmente leur taux d'intérêt, qu'on ait des chiffres du chômage aux États-Unis qui augmentent encore plus, sans parler bien entendu du contexte géopolitique actuel où on a plusieurs guerres et où pour le coup c'est un petit peu tendu, et bien voilà, tout ça a fait que les marchés se sont un petit peu cassés la figure ces derniers jours. Et donc toutes ces nouvelles, toutes ces informations qui sont arrivées sur le marché ont fait paniquer tout le monde, on a eu un énorme crash et on a eu bien entendu une cascade de liquidation. Alors une cascade de liquidation, c'est tout simplement causé par la peur. C'est-à-dire que par exemple, vous voyez ici, on a cassé le niveau de support avec cette chandelle du 4 août. Et toutes les personnes qui s'étaient positionnées en long à ce niveau-là et qui avaient mis des stop-loss juste en dessous, eh bien, se sont fait liquider et donc ont automatiquement vendu leur position, ce qui a fait encore plus dégringoler le prix. Et c'est pareil pour la chandelle du 5 août, on a eu la même chose. Tous ceux qui s'étaient positionnés sur le bas de canal se sont aussi fait liquider parce que le prix est passé en dessous. Et vous voyez, encore pire même, puisque ceux qui avaient aussi positionné leur stop loss au niveau de support autour de 52 000 $ se sont aussi, eux, fait liquider avec cette belle mèche du 5 août. Donc vous voyez, ce jour-là, donc le 5 août, on a eu une énorme chandelle rouge avec un petit peu plus de 15% de baisse, donc c'était quand même assez impressionnant. Le plus important maintenant, c'est qu'on a réussi quand même à repasser dans la même journée au-dessus du niveau de support des 50 000 $ et qu'on a bien ravalé la baisse. D'ailleurs, si on remarque, on a fait presque 10% de hausse, donc c'était quand même pas mal. Et le plus important, c'est qu'on est retourné dans le canal baissier qu'on a en bleu. Alors oui, on est toujours sur un canal baissier, mais bon, quand on est en bas de canal, généralement, ce qu'on a, c'est qu'on a du rebond. Vous voyez, on a eu une première fois du rebond ici, une deuxième fois du rebond ici, et donc potentiellement qu'on pourrait s'attendre à avoir du rebond. Alors, personnellement, je ne m'attends pas à ce qu'on ait du rebond tout de suite, parce qu'on est quand même passé en dessous, on est venu chercher le niveau des 52 000 $, et ce qu'on pourrait avoir justement, c'est de faire un premier test du niveau des 52 000, retourner dans le canal, faire croire à tout le monde qu'on va repartir à la hausse, pour finalement retourner chercher une deuxième fois le niveau de support, et cette fois-ci réintégrer réellement. Parce que généralement, c'est un petit peu ce qui se passe. Vous voyez par exemple ce qui s'est passé donc entre mi-avril et mi-mai. Vous voyez, on a un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'on a fait un premier test du niveau de support, on l'a cassé à la baisse une deuxième fois, on est venu le chercher une troisième fois, on a fait une espèce de pattern en épaule, tête, épaule, inversé, et on est reparti à la hausse chercher le haut de canal. Donc il se pourrait potentiellement qu'on vienne faire ce type d'évolution à ce niveau-là. Donc on vient chercher plusieurs fois le niveau de support pour ensuite repartir à la hausse. Ce qui est aussi pas trop mal, c'est qu'on a un RSI qui est dans des zones de survente, qui est donc passé dans des zones de survente plus précisément, et qui en est ressorti. Donc c'est assez intéressant, et généralement sur du court terme, quand on a un RSI comme ça en daily qui passe dans des zones de survente, on peut s'attendre à du rebond. Donc si on dézoome un petit peu plus, on voit qu'on a toujours quand même une tendance baissière identifiée donc par ce canal bleu, et que malheureusement, on n'a pas pour l'instant de beaux signaux haussiers. On n'a pas vraiment de structure qui se forme. Pour l'instant, on a eu un petit rebond qui était pas trop mal, parce qu'au final, quand on mesure sur 2 jours, on est quand même bien remonté. Alors si je monte jusqu'en haut de la mèche, on est à presque 18%. Mais bon, pour le coup, je pense que c'est pas gagné. On n'a pas encore fini la correction et il va potentiellement falloir s'attendre à de la latéralisation, voire encore un petit peu de correction. Et justement, je dis ça parce que oui,
On a eu des bonnes nouvelles autour de l'économie mondiale avec le fait que potentiellement la Fed pourrait baisser ses taux d'intérêt de 0,5 points avec une réunion extraordinaire. Donc ce qui voudrait dire qu'en fait ils pourraient convoquer une réunion et donc se rassembler pour baisser les taux d'intérêt avant la réunion prévue en septembre. Donc ça c'est une bonne nouvelle qui a déjà donné un petit coup de pouce au marché en général parce que finalement c'est en baissant les taux d'intérêt qu'ils vont arriver à relancer l'économie. Parce qu'aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est un petit peu comme ce qui s'est passé au Japon d'ailleurs. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'au Japon, en fait, comme les taux étaient très très bas, les gens empruntaient de l'argent qui leur coûtait rien pour investir sur des actifs risqués. Et des actifs, du coup, qui leur rapportent plus. Donc, ils y perdent pas à emprunter de l'argent, mais par contre, ils y gagnent en investissant sur des actifs à fort rendement. Et donc ça, c'était très intéressant. Mais pour le coup, vu qu'ils ont augmenté les taux d'intérêt, eh bien aujourd'hui au Japon, en fait, ils peuvent plus faire comme ce qu'ils faisaient et finalement ça a freiné beaucoup de monde et du coup ces personnes-là préfèrent se réfugier sur des actifs moins risqués et donc elles vendent leur position et c'est pour ça que ça fait aussi chuter le marché. Enfin bref, pour en revenir aux taux aux États-Unis, si jamais aux États-Unis ils commencent à baisser leurs taux, alors pour le coup les gens auront plus de facilité à réinvestir et à prendre plus de risques, donc ça débloquerait finalement un petit peu les choses. Donc c'est pour ça que des rumeurs circulent. Alors est-ce qu'ils vont le faire ou est-ce qu'ils vont pas le faire, ça j'en sais rien. Mais lors du dernier discours de Jérôme Powell, c'est quand même ce qui a été évoqué. Et c'est exactement ce que je vous disais, en fait on attend la fin de l'été, on attend que les personnes rentrent de vacances, qu'elles commencent à repartir un petit peu dans le marché, qu'elles recommencent à travailler pour relancer un petit peu tout ça. Et justement je pense que c'est ce qu'ils attendent aux États-Unis pour baisser les taux. Donc en fait ce serait finalement un moyen d'éviter d'entrer en récession. Parce que pour le coup, si on entre en récession, alors là, ça pourrait faire très mal à toute l'économie mondiale, même d'ailleurs. Et aujourd'hui, c'est pas leur objectif. Enfin bref, je me suis peut-être un petit peu étalé là-dessus. Je vous ai pas trop fait de sommaire pour cette vidéo, c'est un petit peu fouillis, il y a beaucoup de choses à dire, mais bon, j'espère que j'ai été assez clair et que vous m'avez suivi. Et donc, dans ces moments de correction où généralement tous les portefeuilles sont en train de saigner, eh bien, je vais vous proposer une alternative qui se trouve sur BitGet et qui est tout simplement le Launch Pool. Alors peut-être que certains connaissent déjà, mais en gros c'est ultra intéressant parce que BitGet propose d'investir sur des projets qui seront listés plus tard sur la plateforme. Et donc en ce moment on a le projet L3 qui est en cours, et donc c'est ultra intéressant surtout pour ceux qui veulent faire travailler leur crypto, parce qu'en gros il vous permet donc de stacker vos BGB. Vous voyez ici, vous cliquez sur stacker et vous stackez vos BGB pour un APR de presque 13%. Donc un rendement de presque 13% pour les utilisateurs de la plateforme. Ensuite, pour les nouveaux utilisateurs, c'est encore plus intéressant puisque vous avez la pool USDT qui vous permet de gagner jusqu'à plus de 55% d'APR. Donc finalement, c'est énorme. Et ensuite, vous pouvez aussi stacker vos L3 sur la pool L3. Et là, pour le coup, vous avez un APR qui est monstrueux puisqu'on est à plus de 150%. Donc là aussi, c'est très très intéressant. Alors par contre, attention, parce que oui, je vous en parle aujourd'hui, mais il ne faut pas traîner parce qu'il vous reste que 1 jour et 16 heures à partir du moment où je tourne cette vidéo. Donc aujourd'hui, on est le 7 août et il vous reste un petit peu moins de 2 jours. Et si vous regardez cette vidéo un petit peu plus tard et que vous avez loupé cette occasion, c'est pas grave parce que BitGet propose très souvent des petits projets comme celui-ci. Comme vous voyez, le dernier c'était Sparklet. Là aussi, on avait le même sujet, c'est-à-dire qu'on avait une pool BGB avec 27% d'APR, une pool BGB pour les nouveaux utilisateurs avec presque 180% d'APR et une pool Sparklet avec un petit peu plus de 200%. Donc c'est ultra intéressant. Vous voyez, il y a un autre projet qui s'appelle Merle, etc. Je vous laisserai aller voir pour ceux que ça intéresse. Donc dans des périodes qu'on est en train de connaître comme celle-ci avec beaucoup de corrections, c'est aussi un très bon moyen d'avoir des rendements. Et tant qu'à faire, pour rester sur BitGet, il y a aussi quelque chose de très intéressant pour les nouveaux utilisateurs surtout. C'est une opportunité qui a débuté le 5 août et qui se termine le 2 septembre. Donc là pour le coup vous avez un petit peu plus de temps. Et en gros, ça vous permet de gagner jusqu'à 40 USDT en 3 étapes très simples. C'est-à-dire que vous faites un premier dépôt de un petit peu plus de 100 USDT, donc soit par carte de crédit, soit par dépôt bancaire. Actuellement, vous n'avez pas de frais sur les dépôts, donc c'est très intéressant. Ensuite, vous effectuez un premier trade en spot ou en futur de 100 USDT. Donc par exemple, vous pouvez acheter 100 USDT d'une crypto, comme par exemple un altcoin qui vous plaît. Et ensuite, ça vous permet de profiter d'un APR de 100% sur 7 jours. Donc bien entendu, vous avez des conditions générales, mais bon, celles-ci sont très simples. C'est disponible que pour les utilisateurs enregistrés en Europe qui ont fait une vérification de l'identité. Vos récompenses seront distribuées dans les 10 jours. Les utilisateurs qui inscrivent plusieurs comptes partageant la même IP ne pourront pas bénéficier des récompenses. Ça c'est assez logique. Et dernière condition, BitGet peut disqualifier les utilisateurs de cet événement s'ils détectent une violation des règles ou des comportements malveillants. Bon, pour le coup, je vous déconseille de faire ça, mais bon, je suis sûr qu'aucun de vous n'a de mauvaises intentions.
Donc c'est vrai que je m'étais jamais vraiment trop arrêté sur les différentes possibilités que vous offre BitGet. À chaque fois, je vous dis qu'il y en a plein, mais je rentre pas vraiment dans le détail. Il y a très souvent des occasions comme celle-ci. J'essaierai de vous en partager un petit peu plus fréquemment. Maintenant, moi je vous présente ça. Après, c'est vous qui voyez, vous faites ce que vous voulez. C'est pas du tout un conseil en investissement. C'est à vous de prendre vos propres décisions. Moi, je vous partage ce que je fais, mais encore une fois, c'est pas à prendre comme un conseil en investissement. Donc voilà, en tout cas, moi, c'est ce que je fais dans des périodes comme ça de correction sur lesquelles on perd de l'argent. Eh bien, je viens compenser avec d'autres techniques. Alors tout à l'heure, je vous parlais des taux d'intérêt, et justement, par rapport à ça, j'ai trouvé un graphique ultra intéressant. En gros, c'est un graphique qui montre l'évolution des taux aux États-Unis corrélée avec l'évolution du prix du Bitcoin. Et donc, on voit que sur le cycle précédent, on avait eu des taux qui ont grimpé petit à petit, avec un prix du Bitcoin qui n'avait pas forcément été trop affecté. Et à partir du moment où on a eu une diminution drastique des taux d'intérêt, eh bien, on a eu un prix du Bitcoin qui a complètement explosé. Et donc, suite à ça, les taux ont stagné. Et quand ils ont commencé à remonter, eh bien, on a un prix du Bitcoin qui a corrigé et qui est entré en bear market. Et là, actuellement, vous voyez qu'on a une petite stagnation. On fait une espèce de plateau sur la courbe des taux. Et donc, pour éviter la récession, comme je vous le disais tout à l'heure, s'il commence à baisser les taux, eh bien, on pourrait potentiellement avoir un nouveau signal pour lancer le bull run, comme ce qui s'est passé en 2020. Donc c'est intéressant parce qu'en 2020, on a eu la crise du Covid, on a eu une baisse des taux d'intérêt, et ensuite, on a eu une explosion du prix des crypto-monnaies et des actifs risqués. Et donc peut-être que le même scénario pourrait se répéter, c'est-à-dire qu'on a actuellement une crise, entre guillemets, qui est un petit peu moins forte que celle du Covid, parce que, voilà, bon, sur Bitcoin, oui, on a perdu, mais c'était pas non plus magistral, hein, on est parti sur du 30%, alors que pendant le Covid, c'était un petit peu plus fort. Mais bon, peut-être que c'est pas encore fini. On va voir ce que ça nous réserve. Il se pourrait très bien en fait qu'on ait une dernière petite correction, que justement ils se mettent à baisser les taux et que finalement ça reparte à la hausse. Et donc qu'on ait une fin d'année 2024 exceptionnelle. Personnellement, j'y crois. Je pense qu'ils vont pas laisser les États-Unis rentrer en récession et donc qu'ils pourraient se remettre à baisser les taux pour relancer l'économie. Surtout qu'en plus, on a un candidat aux élections, Donald Trump, qui est pro-crypto, et donc qui pourrait même faire avancer les choses là-dessus. Enfin bref, voilà pour ce graphique, je voulais vous le présenter parce que ça peut être très très intéressant. Je vous avais dit que je vous parlerai rapidement donc du S&P 500 et du Nasdaq. Sur le Nasdaq, bon, le Nasdaq il a pris cher parce qu'il y a toutes les entreprises de la tech qui ont annoncé de mauvaises performances, donc elles sont dans le rouge, et c'est justement ce qui a fait corriger complètement le prix. Vous voyez ici, on a quand même pris presque 17% de correction. Et donc sur ce type d'actif, c'est assez conséquent. Parce que la dernière fois qu'on a eu 17%, je ne sais pas quand est-ce que c'était, mais c'était il y a quand même pas mal de temps. Peut-être que c'était juste ici, on va voir. Là, on est passé en quelques jours, vous voyez, on a 13%, donc c'est moins. Peut-être ici. Ici, voilà, on est sur du 23%. Donc la dernière fois que c'est arrivé, c'était en août 2022. Et pour le coup, bon, les 23% étaient un petit peu plus étalés parce que bon, si je vais dans le détail, on est sur 60 jours avec 24%. Et là, pour le coup, c'est beaucoup plus brutal parce qu'en fait, on est sur du 17% en 24 jours, donc moitié moins. Et sur le S&P 500, bon, c'est un petit peu moins flagrant, on va dire. Et en fait, on est finalement retourné chercher ce niveau de support. Et donc, on a un RSI quasiment dans des zones de survente. Donc, on pourrait potentiellement avoir du rebond à ce niveau-là. Je voulais aussi quand même vous parler du dollar parce que le dollar est en train de corriger. Il a donc évolué un petit peu sous cette tendance baissière que j'ai tracée en blanc. Il a fait un triangle avec cette tendance haussière. Et vous voyez qu'on en est sorti à la baisse. Et je vous disais qu'on avait un gros niveau de support à ce niveau-là. Donc il y a eu plusieurs chandelles journalières qui sont venues taper dessus pour au final casser à la baisse. Et donc c'était très très intéressant puisque, je vous le rappelle, quand on a un dollar qui corrige, on a généralement des actifs risqués qui évoluent à la hausse. Et donc c'est très bon signe pour les crypto-monnaies. Enfin bref, on a quand même des bons indicateurs qui montrent qu'on pourrait repartir à la hausse pour les crypto-monnaies. Et justement, ça nous laisse une très très bonne occasion pour recharger sur des crypto-monnaies à très fort potentiel. Alors j'en ai sélectionné quand même pas mal. Bon, je vous en parlerai peut-être plus en détail vendredi prochain si jamais ça vous intéresse. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas vraiment à mettre un maximum de likes sur cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, et puis à me donner votre sentiment général sur le marché. Alors je vous dis ça, mais j'ai quand même autre chose à vous montrer aujourd'hui, c'est donc le Fear and Greed. Parce que là aussi, pour le coup, on a quelque chose qui est très très intéressant, c'est qu'on est très bas sur le Fear and Greed. Et même d'ailleurs, par rapport à ça, je voulais vous montrer donc ce graphique-là, qui montre un petit peu les évolutions du Fear and Greed comparé à l'évolution du prix du Bitcoin. Alors ça, si je dis pas de bêtises, c'était le début d'année 2023, donc juste après le bear market. Vous voyez bien entendu que sur le bottom, ben oui, on avait un Fear and Greed qui était très bas parce qu'on venait de vivre un bear market.
Il y avait de la peur dans tous les sens, on pensait qu'on allait retomber très bas et que le Bitcoin c'était fini. Et justement, c'est dans ces moments-là, quand on a une succession de journées ou de semaines dans le rouge sur le Fear and Greed, que c'est le plus intéressant pour se positionner. Et donc vous voyez qu'ensuite ça n'a pas loupé, hein. On est reparti dans une phase de bull market avec un Fear and Greed qui se portait beaucoup mieux. Et ce qui est très intéressant à voir, c'est que avec la correction qu'on a connue ces derniers jours, on a un Fear and Greed Index qui est entré dans l'extrême Fear, un point qu'on n'avait pas connu depuis le dernier bottom lors du bear market. Et donc finalement c'est très important puisque ça montre que voilà, on a une nouvelle opportunité pour rentrer dans le marché et donc potentiellement on pourrait s'attendre à des jours meilleurs dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Et puis sur Bitcoin, bon je sais que c'est un petit peu décousu tout ce que je vous raconte, mais je voulais quand même vous parler d'autre chose, c'est que par rapport à la crise du Covid qu'on a connue donc en 2020, alors tout à l'heure j'en parlais, mais là on va le mesurer. Donc si on mesure d'ici jusqu'ici, on a eu, vous voyez, presque 60% de correction. Donc c'est une correction qui était bien plus forte. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'on avait un petit peu le même type de structure. Alors, c'est pas tout à fait identique, mais pour le coup, vous voyez, on avait fini donc la phase de bear market, on avait trouvé un point bas à ce niveau-là, et ensuite, on avait bien évolué à la hausse pour quasiment venir chercher l'ATH à ce niveau-là, et ensuite, on avait corrigé petit à petit dans un canal baissier pour en sortir à la hausse. Et donc, on était sorti à la hausse, et malheureusement, on a eu une autre crise du Covid qui a complètement fait chuter le prix. Et j'y reviens, hein, mais une fois qu'on a eu donc les taux d'intérêt qui ont baissé, eh bien, on a eu une reprise haussière des actifs risqués et donc du Bitcoin. Et donc, c'est ce qui nous a amené sur Bitcoin à avoir une phase de bull run vraiment magnifique. Et donc, ce que je voulais faire avec vous, c'était de superposer la courbe d'évolution depuis la crise jusqu'à la TH sur la courbe qu'on est en train de connaître. Alors, je sais que ça va pas être très significatif, mais si je zoome un petit peu plus, vous voyez que là, pour le coup, si on continue d'avoir une correction, on pourrait potentiellement retourner chercher les 40 000 dollars pour ensuite repartir petit à petit à la hausse et faire notre fameux bull run. Donc là, bon, bien entendu, c'est pas du tout proportionnel parce que là, on irait chercher des 500 000 dollars. Bon, pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire, mais bon, là, on va se concentrer potentiellement déjà sur les 100 000 dollars et donc sur le niveau de résistance qu'on a avec la tendance haussière. Donc c'est une hypothèse, maintenant je le garde et puis on verra bien ce que ça va donner. Dans tous les cas, personnellement, ce que je fais actuellement, c'est que je recharge sur les altcoins de qualité. Là, on a vraiment une très très belle occasion. Comme je vous disais tout à l'heure, on a des altcoins qui ont perdu entre 20, 30, presque même 40% pour certains. Et donc, il y a de très très belles opportunités. Donc, si ça vous intéresse, vraiment, je vous ferai une vidéo vendredi. Donc, si vous êtes nouveau, surtout, n'oubliez pas de vous abonner, même d'activer la cloche. Parce qu'il se pourrait qu'on continue de corriger et que justement, la fin de semaine soit la meilleure opportunité pour réinvestir. Dans tous les cas, hein, comme dit Warren Buffett, il faut savoir investir quand tout le monde a peur et inversement savoir revendre quand tout le monde est euphorique. Bon, c'est pas la traduction exacte de sa citation, mais vous avez compris. Je voulais aussi vous parler rapidement de Ethereum parce que sur Ethereum, ça fait longtemps que j'ai pas trop analysé les choses. Pour le coup, sur Ethereum, on est retourné chercher le niveau de support qu'on avait juste ici autour de 2100 dollars. Je vous disais que personnellement, ça m'étonnerait qu'on y retourne et bien finalement, voilà, ça n'a pas loupé. Donc on y est retourné. C'est un gros niveau de support, donc c'est très intéressant qu'on ait pu s'arrêter ici. Et donc maintenant, on a un RSI qui est dans des zones de survente. Et donc bon, on pourrait continuer là aussi d'avoir de la correction pour pourquoi pas revenir chercher potentiellement ce niveau de support, venir tester plusieurs fois pour repartir ensuite. Un petit peu comme pour Bitcoin d'ailleurs. Dans tous les cas, Ethereum va suivre Bitcoin. Donc en attendant, je m'attends personnellement à ce qu'on ait une formation de structure haussière à partir de ce niveau-là. Donc je crois que c'est un petit peu tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'espère que j'ai été assez clair. La vidéo est peut-être un petit peu décousue, mais bon, j'espère que vous avez compris l'essentiel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je répondrai à tout le monde. Et puis surtout, mettez-moi votre avis sur ce que vous pensez pour le Bitcoin et ce que vous voyez pour la suite, parce que ça m'intéresse énormément. J'aimerais bien savoir ce que vous pensez du marché actuel sur les crypto-monnaies. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci encore pour tout votre soutien et moi je vous dis à vendredi pour une prochaine vidéo. Salut!